Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette opération de la douane nigérienne. Le bureau d'investigation de recherche de Niamey-Tilaberi a saisi 26 paquets contenant des spécimens de bulletins de vote pour le premier tour de la présidentielle de dimanche prochain en provenance du Ghana avec pour destinataire la direction de campagne du parti Lumana Africa. Ces paquets ont été saisis pour défaut de papier pour les formalités douanières. D'autres précisions avec notre reporter Abdelrazak Idrissa. Les spécimens contenus dans les paquets saisis ont 3 caractéristiques. Ils n'ont fait l'objet d'aucune formalité douanière. Une des photos des 15 candidats paraît nettement plus que celle des autres. Et sur celle-ci figure l'index signe du choix de l'électeur. Interrogé par les éléments de la brigade, le convoyeur déclare que les paquets étaient destinés au bureau politique du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne et qu'ils provenaient du Ghana. Un représentant de ce parti qui est venu réclamer ou exiger la restitution de la marchandise. Il nous a exhibé une correspondance du directeur de campagne et une lettre adressée à la directrice régionale. Je lui ai dit que moi je ne suis pas le directeur régional, il peut prendre attache avec la directrice et le directeur régional de Niamey et il est reparti. Ce qu'on a remarqué, le bureau politique qui a répondu, c'est le lycéen du Modène Faloumana. Et la correspondance a été signée par le directeur de campagne du Modène Faloumana, je crois. Donc je pense que c'est le parti Lumana qui est destinataire réel de cette importation. Un des 26 paquets ouverts pour le besoin du contrôle contenait 800 unités de spécimens de bulletins de vote. Les cartons saisis sont prévus au chapitre 49 du tarif des douanes qui couvre les produits de l'édition de la presse ou des autres industries graphiques. En l'absence de documents justifiant l'entrée de ces paquets de la part de leur destinataire, l'unité du colonel Mahamadou Arzika dit attendre la décision de sa hiérarchie pour conduite à tenir. Une autre saisie effectuée par la douane nigérienne. Il s'agit cette fois-ci de produits pharmaceutiques dans un magasin à Niamey. Elle a été effectuée par la cellule d'intervention et de recherche de la douane. Montant de la saisie environ 20 millions de francs CFA. Retrouvons Abdelrazak Idrissa. C'est sur un peu plus de 1000 cartons de divers produits pharmaceutiques que la cellule d'intervention et de recherche de la douane nigérienne a mis la main au quartier Liberté de Niamey dans un magasin. L'opération a réussi avec la collaboration des informateurs de la dite cellule. Nous sommes rendus en compagnie d'un OPJ pour vérifier cette information. À l'intérieur de la concession, nous avons trouvé un magasin plein de produits pharmaceutiques, enfin des cartons de produits pharmaceutiques. Donc nous avons rendu compte à la hiérarchie qui nous a dit de sécuriser. Donc nous avons amené tous ces cartons-là au niveau du bureau de la brigade ici, que nous avons dénombré et identifié. In fine, on a trouvé plus de 1090 cartons de produits pharmaceutiques. Des produits, d'autres contrefaits, et d'autres c'est des produits chinois, indiens, façon qui ne sont pas normalement autorisés à rentrer sur le territoire nigérien. Le travail de recherche continue puisque le propriétaire du magasin dans lequel se trouvaient ces cartons n'est pas identifié. Interrogé aussi sur un probable lien avec le réseau dans lequel se retrouve l'opérateur Sani Atia de Maradi, le chef de la cellule d'intervention et de recherche de la douane est catégorique. Non, ça n'a aucun rapport. Parce qu'en fait, ici, c'est une information, parce que vous savez, au niveau de la douane, plus particulièrement dans les brigades, on a nos services de renseignement qui nous permettent de chercher toute la journée, de la nuit dans la journée, des informations. Et dès qu'ils ont une information, ils nous la balancent et nous, on essaie de vérifier. Et sinon, ça n'a aucun rapport. Le montant global estimatif de ces 1090 cartons de produits pharmaceutiques est estimé à environ 20 millions de francs CFA. Voilà, coup de chapeau donc aux éléments de la douane nigérienne. Ouvrons à présent la grosse page consacrée à l'actualité politique et nous débutons par ce point de presse animé ce matin par le président de la Commission nationale des droits humains
Il s'est agi pour le professeur Khalid Ikiri d'annoncer que la CNDH a mis en place un centre de monitoring pour l'observation des élections, mais aussi l'ancien appel à la classe politique de bannir toute forme de discours tendant à remettre en cause l'unité nationale. Suivons un extrait de ce point de presse animé par le professeur Khalid Ikiri. Il est le président de la Commission nationale des droits humains. Le 21 février prochain, les Nigériennes et les Nigériens se rendront aux urnes pour élire le prochain président de la République et les députés nationaux. À cette occasion, et conformément à son mandat constitutionnel de veille au respect des droits humains, la Commission nationale des droits humains, CNDH, entend jouer pleinement son rôle dans la conduite de l'observation et du contrôle du processus électoral. À cet effet, un centre de monitoring des opérations électorales est mis en place. L'objectif principal de ce centre est de contribuer à l'organisation d'élections démocratiques, inclusives, libres et transparentes dans un climat apaisé. Cette initiative fait suite à une série d'activités et de rencontres menées avec différents acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus électoral au Niger. Aussi, le lancement des activités du centre me donne-t-il une occasion propice d'exhorter chaque citoyenne et chaque citoyen à adopter en tout temps et en tout lieu un comportement et une attitude responsable de nature à garantir la réussite des scrutins, gage de paix et de cohésion sociale. C'est pourquoi je lance un appel à la classe politique de notre pays de respecter les règles du jeu démocratique et de bannir toute forme de discours et de propos tendant à remettre en cause l'unité nationale. Nigériennes, Nigériens, la Commission nationale des droits humains, pour sa part, en collaboration avec certaines structures de la société civile, veillera à ce que les observateurs qui seront déployés à travers le pays effectuent un travail objectif, impartial et équitable. Ainsi, j'en appelle aux citoyennes et aux citoyens de sortir massivement dans le calme et la sérénité le 21 février 2016 afin de s'acquitter de leurs devoirs constitutionnels dans le cadre de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Relativement au vote par témoignage entériné par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la coalition pour l'alternance COPA 2016 a rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, la COPA 2016 dénonce ce qu'elle appelle la manœuvre frauduleuse d'introduction du vote par témoignage. Un extrait de la déclaration de la COPA 2016 lu par M. Tahirou Kalilou. Il est du parti Lumana Africa. La coalition pour l'alternance 2016 dénonce et condamne fermement cette manœuvre frauduleuse d'introduction du vote par témoignage qui viole à la fois les dispositions juridiques nationales et supranationales. Invite la CENI au respect strict de la loi électorale afin de conduire en toute indépendance le processus électoral à son terme.
rend entièrement responsable le gouvernement et la CENI de toutes les conséquences néfastes susceptibles d'impacter la tenue des prochaines élections et la paix sociale au Niger. Demande à la société civile, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies de peser de tout leur poids pour sauver le processus électoral gravement menacé. Enfin, la coalition pour l'alternance 2016 fait du respect de la loi une condition sine qua non des élections libres et transparentes, tient à informer l'opinion publique nationale et internationale qu'elle n'accepte et n'acceptera jamais le vote par témoignage car infondé en droit. C'est pourquoi la coalition pour l'alternance 2016 lance un appel à la mobilisation générale de tous les militants, sympathisantes, sympathisants, de tous les Nigériens, ainsi que de tous ceux qui sont soucieux du respect de la loi et des valeurs démocratiques pour faire barrage à ce sinistre dessein. Pendant ce temps, le président de l'UDR, Tabat, candidat au premier tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain, poursuit sa tournée de campagne à l'intérieur du pays. Ce week-end, Amadou Boubacar Cissé était à Bendingaouré avant de prendre la route de Tchanga Tchanga, un village peul et gourmandier situé à 22 km de Makolondi dans la commune rurale de Djaladjo où un important meeting a été organisé. Le compte rendu de ce périple de Amadou Boubacar Cissé avec notre envoyé spécial Michel Deji. Chaleureux et plein d'enthousiasme a été l'accueil réservé au président de l'UDR Tabat Amadou Boubacar Cissé partout où il est passé avec sa délégation de Kobagé jusqu'à Tcheng Fulbe en passant par Torodi, Banteni et Makalondi. En accueillant le président du parti à Djeladjo, le conseil communal de l'UDR Tabat s'est extasié de cette visite du fait qu'aucun autre candidat à la présidentielle n'ait encore mis pied dans cette localité, a-t-il souligné, avant d'appeler à la mobilisation pour un 100% Tabat. Excellence, pour les populations de notre commune, m'ont chargé de vous transmettre leur engagement ferme de voter UDR Tabat le 21 février 2016 pour qu'Allah le Tout-Puissant fasse de vous le président de la République du Niger. Amen. Soyez rassurés car les populations de la commune de Djaladjo sont soudées en un seul homme pour une victoire certaine. Occasion ensuite pour Amadou Boubacar Cissé de livrer le message du parti à ses militantes et militants, celui de voter en faveur de sa candidature pour dire oui au changement. Alors je voudrais ici en plus vous dire que, vous le savez, nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de mettre en place des projets qui visent précisément à rehausser le niveau de vie des populations de cette région. Et malheureusement, vous avez suivi toutes les difficultés que nous avons eues avec d'ailleurs à l'époque nos alliés qui se sont fortement opposés à cela. Je pense que cet élément tout seul est un élément suffisant pour montrer que ce régime ne sert que ses propres intérêts et ne peut en aucune manière être l'espoir du Niger. Et c'est pour cela que je voudrais que vous soyez avec nous pour dire non à ce qui est en train de se préparer. Et je voudrais faire appel à l'ensemble des candidats à la présidentielle pour qu'ils dénoncent de la même manière cette violation flagrante et cette tentative de passer en force au premier tour par des gens qui ne représentent même pas 30% de l'électorat aujourd'hui. Notons qu'auparavant, le président de l'UDR Tabat a eu à faire un détour dans le Boboy, où il a également été chaleureusement accueilli par la population à son entrée.
Poursuivons ce journal avec le portrait de Ibrahim Yacouba. Le candidat du parti MPN Kishinkasa fait partie de la nouvelle race des leaders politiques de notre pays. Marié et père de 4 enfants, Ibrahim Yacouba est né à Maradi le 8 août 1971. Son parcours scolaire primaire et secondaire est soft. Il fut celui d'un brillantissime élève de l'école Lobby du quartier Bouzout Nzambadi, également du CG3. L'autre paire de manches scolaire d'Ibrahim Yacouba s'est tenu à Niamey d'une part, à l'école nationale de l'administration ENA, niveau moyen en 1988, niveau supérieur en 1998. Titulaire d'un DSS en gestion, il est également diplômé d'études supérieures en douane. L'on retiendra de l'homme 2 temps forts, excellence au plan académique et défenseur des droits au plan syndical. C'est un meneur d'hommes qu'il poursuivit sa carrière professionnelle dans les différents bureaux des douanes à Niamey et dans certaines localités de notre pays. L'engagement patriotique de Ibrahim Yacouba pour rendre au Niger sa dignité. C'est en guise de reconnaissance que les douaniers du Niger ont baptisé l'auditorium du siège amphithéâtre Ibrahim Yacouba. Grand officier de l'ordre national du Niger et titulaire de la plus haute distinction des douanes nigériennes, la médaille d'honneur des douanes. On n'énumérera pas assez les actions d'Ibrahim Yacouba au sein de la société civile nigérienne. Il finira par représenter le SNAD CCN lors de la transition où il occupa le poste de rapporteur général. Les actions d'Ibrahim Yacouba ne se limitent pas seulement aux actions syndicales et ou de la société civile, étant ses tentacules dans d'autres domaines, notamment sociaux, sportifs, culturels et récemment politiques. Au plan social, la générosité d'Ibrahim Yacouba est sans commune mesure, partagée avec tous les Nigériens, dit-il, et sans aucune discrimination. Fin de citation. Les efforts de solidarité envers les couches défavorisées à mettre à son actif sont également légion. Des gestes conséquents en faveur des populations qui ne bénéficient pas des structures sociales de base, notamment des dispensaires, des puits et des mosquées, ont été érigés à ses frais. Que dire des ambulances remises clé en main aux structures sanitaires? Au plan politique, ministre des Transports, il occupera cette fonction jusqu'en août 2013 avant d'être propulsé au poste névralgique du directeur de cabinet adjoint du président de la République en septembre 2013. Yacouba Ibrahim démissionne de son poste au cabinet présidentiel ainsi que du corps des douanes et, encouragé par ses partisans, crée le mouvement patriotique MPN Kishinkasa, une formation politique qui fait déjà le buzz dans le landerneau politique nigérien. Jeune, intelligent, populaire et plein de bonnes intentions, Ibrahim Yacouba possède le background nécessaire pour briller à la magistrature suprême du Niger. C'est à lui que vous devez accorder votre suffrage le 21 février, jour du vote. Rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'entretien du candidat du MPN Kishinkasa, le président Ibrahim Yacouba. Le cabinet du président du Conseil supérieur de la communication a servi de cadre ce matin à un don du PNUD à travers le projet d'appui au cycle électoral du Niger, PASSEN. Il est composé d'outils informatiques et de documents électoraux. Le compte-rendu de Ousmane Sidikou. Cette cérémonie est celle de la remise du matériel informatique au Conseil supérieur de la communication par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Un geste opportun au regard de l'importance du rôle dévolu à cette institution, surtout en cette période électorale. C'est pour moi un immense plaisir, au nom des partenaires du programme d'appui au cycle électoral au Niger, notamment le Luxembourg, la Suisse, le Japon et le PNUD, de remettre ce modeste équipement composé de 8 portables, 5 desktops et 50 clés USB, ainsi que de 1000 guides concernant l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques. Parce que nous sommes convaincus que le Conseil supérieur de la communication a un rôle extrêmement important pour des élections apaisées, crédibles, transparentes,
respectant aussi l'équité des candidats à l'accès aux médias publics et privés. Certes symbolique, mais ce jet sera d'un grand apport, d'où son utilisation à des fins beaucoup plus utiles. C'est un grand plaisir pour le Conseil supérieur de la communication de recevoir aujourd'hui ce don du PNUD à travers le projet d'appui au cycle électoral nigérien, don qui va renforcer les capacités du Conseil supérieur de la communication en monitoring des médias, comme l'a si bien dit le représentant président du PNUD. Ce don, constitué du matériel informatique, mais aussi des documents électoraux, vient à la suite d'autres appuis que le PNUD avait apportés au Conseil supérieur de la communication, notamment pour la conception de l'hymne pour des élections apaisées et sa diffusion dans les médias publics et privés qui est en cours, pour la formation des acteurs électoraux, notamment les partis politiques, les médias, les observateurs, les organisations de la société civile, sur le cadre donc réglementant l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés, mais également en matière pour l'élaboration d'un répertoire des radios communautaires du Niger. Par ailleurs, le PNUD, toujours avec le CSC, a soutenu le Niger à travers son concours sous des formes diverses et variées. Une façon d'accompagner aussi bien la Commission électorale nationale indépendante CENI que l'État pour la tenue des élections libres, transparentes et apaisées, et dont les résultats seront acceptés par tous. En rapport toujours avec les préparatifs des élections générales de 2016 dans notre pays, la Commission électorale nationale indépendante CENI appuyée pour la tenue des élections 2016 au Niger à travers un don de la République fédérale du Nigeria. La cérémonie de réception a eu lieu en début d'après-midi au ministère des Affaires étrangères en présence de plusieurs officiels, en présence également de notre reporter Ousmane Sidibou. 50 véhicules Hilux 4x4, 100 motos, 100 ordinateurs et 25 photocopieuses. C'est le don de la République fédérale du Nigeria en prélude à la tenue des élections générales de 2016 au Niger. C'est aussi, entre autres retombées, d'une récente visite effectuée par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans ce pays. Quelques semaines après notre visite au Nigeria, la solidarité agissante qui a toujours caractérisé notre coopération bilatérale n'a pas tardé à se manifester. En effet, la République sœur du Nigeria vient de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, sous forme de dons, 50 véhicules 4x4, 100 motocross tout-terrain, ainsi qu'un important lot d'équipements divers composé d'ordinateurs, d'imprimantes et de fax. Au nom de la CENI, je voudrais exprimer ici ma très profonde gratitude à l'endroit de la Commission électorale du Nigeria. Un don qui se justifie à bien d'égards pour la République fédérale du Nigeria. 5 years ago, there were elections in this country. And since then, we have seen how democracy has been successfully working. Car nous sommes des témoins privilégiés de la façon dont le processus démocratique s'est bien installé au Niger. C'est un grand bénéfice pour non seulement le Niger et ses populations, mais pour la sous-région ouest-africaine dans son ensemble. Nous nous réjouissons avec vous, en tout cas, pour le bon déroulement des 5 années du premier mandat de cette gouvernance démocratique au Niger. Et nous souhaitons vivement la venue donc, de la prochaine étape après les élections. Nous souhaitons vivement que les élections ici au Niger seront apaisée, libre et transparente, comme celle que nous avons tenue au Nigeria. Tout en le réceptionnant pour la ministre nigérienne des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration et des Nigériens à l'extérieur, ce don vient à point nommé. C'est une contribution très très précieuse puisque vous connaissez le territoire du Niger est très vaste. Vous connaissez la façon dont les élections sont organisées avec des milliers de bureaux de vote. Donc un matériel tel que du matériel roulant, tel que des véhicules, tel que des motos, tel que des ordinateurs ou des photocopieurs est un apport très très précieux pour faire en sorte que les élections du Niger se passent dans de très bonnes conditions. Donc, on est aujourd'hui rassuré, notre CENI est bien équipée, elle va pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Par un tel geste, la République fédérale du Nigeria affiche sa volonté de voir se tenir par le biais de la CENI des élections transparentes, apaisées et inclusives. Restons toujours avec la CENI, mais cette fois-ci dans une de ses sous-commissions, notamment la sous-commission communication et accréditation, qui organise depuis ce matin à la Maison de la Presse une session de formation, de renforcement des capacités de 2 jours à l'intention des journalistes des médias publics et privés sur le processus électoral en cours dans notre pays. Le reportage de Mamoun Saleh. Développer une communication de proximité dans le cadre de l'organisation des élections générales, c'est l'objectif visé par la Commission électorale nationale indépendante CENI à travers sa sous-commission communication et accréditation en organisant cette session de formation de renforcement des capacités des journalistes des médias publics et privés du Niger. L'intervention des médias dans l'organisation des élections est indispensable pour la simple raison qu'une élection juste, équitable, transparente et démocratique tient compte de 2 facteurs essentiels que sont le climat et l'accessibilité aux informations. L'électeur ayant besoin d'aller voter dans un climat propice et apaisé doit avoir des informations sur les candidats et partis politiques, de même que sur leur programme de société afin de faire un choix éclairé et responsable. En organisant cet atelier, la Commission électorale nationale indépendante CENI tient à ce qu'il y ait des élections transparentes au Niger. Le journaliste est appelé à jouer sa partition afin que les élections aient les électeurs aient des informations justes et équilibrées pour mieux cerner les enjeux qui se présentent à eux. En effet, dans la courroie de transmission entre les candidats et les électeurs, les gouvernants et les gouvernés, son rôle de contre-pouvoir et d'observateur indépendant doit être joué avec déontologie et une très grande impartialité en initiant des débats contradictoires et démocratiques sur des thèmes d'intérêt général. C'est ce qui permettrait de livrer aux électeurs une information objective, instructive et constructive, traitée de la plus parfaite orthodoxie. En tout état de cause, une information exacte, vérifiée, équilibrée, neutre et respectueuse de la dignité humaine découle du degré de professionnalisme avec lequel elle est traitée. La CENI, pour sa part, réitère son engagement à renforcer son partenariat avec l'ensemble des acteurs du processus électoral, au nombre desquels les médias et les journalistes figurent en bonne place. Pendant 2 jours, plusieurs thématiques seront présentées aux participants, dont entre autres la couverture médiatique en période électorale ou encore la contribution des médias au processus électoral en cours, afin de donner une meilleure visibilité aux activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Poursuivant sa tournée à l'intérieur du pays, le candidat du PNDS Tara était à Tawa le week-end écoulé. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a animé un grand meeting à Madawa. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Nefis Zakou et Halid Bourema. Le candidat du PNDS Tareya Issoufou Mamadou a clôturé sa tournée dans la région de Tawa par le département de Madawa et a entamé la région de Maradi avec Guidan Rumji comme premier département. Comme dans les départements précédents, les directeurs de campagne de ces 2 localités ont de prime abord salué les réalisations faites par leur candidat durant son premier mandat avant d'appeler les populations à voter pour le PNDS Tareya. S'en est suivi l'intervention du candidat qui s'est penché sur les raisons de sa réélection pour un second mandat. Ina takarari da suna jami'in siyasa 43 da Niger yana zaɓe bari aka yi sai zagaye na biyu a yi kawance da wannan gami jami'in siyasa 43 sun gaba ƙarfinsu zagaye na farko sun mara mini baya. Wannan ita ce hujja ta farko wadda ta bada damar cewa
21 ga wannan fata kai guda ne za a yi da Allah. Hujja ta biyu da ta uku. Yau da shekara 5 na bada ɓarin goro. Na ɗauki alkulin bada ɓarin goro. To wannan ɓarin goro gashi sakamako na sha aiki da an kai shekara 5. ɗazu shugaban shagorancin zaɓe na gidan rumshi ya gaya muku aikin da an kai a nan gidan rumshi, kuma ya ba ku misalin aikin da an kai cikin ƙasa gaba ɗaya. Duka wannan sakamakon shine wannan ɓarin goro yana cikin wannan kundi. Une série de sensibilisations sur le processus de vote a clôturé le meeting de soutien au candidat du PNDS Tareya Issoufou Mamadou dans le département de Guidarumchi. Aujourd'hui, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a ordonné la libération de la cantatrice du parti Lumana Africa, Hamsou Garba. La célèbre chanteuse a été arrêtée puis incarcérée pour incitation plutôt à la révolte civile. Le point avec Alice Issé Ibrahim. Le Niger, en cette période de campagne électorale, est devenu un champ où le paradoxe et la confusion s'entremêlent. La preuve est donnée ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, où les policiers de faction auraient reçu des ordres d'en haut pour empêcher aux journalistes de pénétrer dans l'enceinte du tribunal afin d'assister aux délibérés concernant l'affaire Hamsou Garba. Le comportement des policiers est impardonnable car il participe à l'entrave de la liberté de la presse. Du coup, le Conseil supérieur de la communication doit impérativement chercher à savoir quel en haut a donné l'ordre d'interdire l'accès du tribunal aux journalistes, même sur présentation de la carte nationale de presse. Cependant, pour ce qui est de la personne de Hamsou Garba qui avait été poursuivie pour incitation à la désobéissance civile, le tribunal a ordonné sa relaxe pour fait non avéré, comme nous l'explique ici Maître Bari Bibata Niandou. Le tribunal vient vraiment de dire qu'elle est relaxée pour fait non établi, c'est-à-dire qu'elle n'a commis aucune infraction. Donc vraiment pour moi c'est un motif de soulagement, surtout en cette période de campagne électorale. Il faut calmer les esprits, il faut faire en sorte que vraiment une petite étincelle ne puisse pas amener le feu. On l'a poursuivi pour incitation, je crois, à la désobéissance civile, quelque chose comme ça. Donc les faits, après les discussions, le tribunal a estimé que les faits n'étaient pas établis. Normalement, c'est fini, mais si le parquet fait appel, là, la procédure va continuer. Maintenant, on va attendre voir, sinon ça s'arrête là. Les amis de la célèbre cantatrice présents lors de sa libération ont affiché leur grande joie. Et la justice, pour le cas présent, mérite toutes les salutations, elle qui a su mettre fin à l'injustice dont a été victime Hamsou Garba. Le vote par témoignage continue à occuper le devant de l'actualité et divise la classe politique. En ce moment, les acteurs ne raccordent pas les violents et chacun y va de son commentaire relativement à ce vote par témoignage. Le reportage est signé Ousmane Sidikou. Abordé en plénière à travers des débats houleux par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les vues sont loin de se raccorder sur le vote par témoignage. Et il continue à être cette véritable pomme de discorde entre acteurs politiques. Ce qui s'est passé hier, c'est la matérialisation de cette recommandation du CNDP. Et je pense que personne, en tout cas ni la majorité, ni l'opposition, ni les non-affiliés, personne n'est contre qu'on puisse identifier les Nigériens au moment du vote par le témoignage. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Comment identifier l'électeur qui est inscrit sur une liste pour qu'il puisse voter. Le vote par témoignage, cela suppose qu'on va faire témoigner des gens qui n'ont pas d'acte d'état civil. Alors moi, je voudrais rappeler d'abord que déjà au niveau du CEFEB, bien avant le recensement, le CEFEB avait souhaité organiser des audiences foraines sur l'ensemble du territoire national. Mais ce sont les autorités de ce pays-là, en l'occurrence, au cours d'une réunion du Conseil national des fichiers, que, en particulier, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur se sont opposés.
Réparation de préjudice pour certains, de saints cachés pour d'autres. Chacun y va de son interprétation. On ne peut pas passer 5 ans durant à piétiner les lois de la République et dire qu'on est en démocratie. Je pense que il y a quelque chose. Pourquoi le Premier ministre n'a pas saisi la Cour constitutionnelle? Il aurait dû la saisir. Il ne l'a pas saisie. Pourtant, le président de la CENI lui a demandé de saisir la Cour constitutionnelle. Comme moi, les gens se disent que ça cache quelque chose, pour moi, c'est de la rigolade. Parce que pour vous dire, c'est 1 133 000 Nigériens qui se sont inscrits par témoignage. Donc, on ne peut pas écarter ces... Je peux vous dire, grosso modo, personne ne peut savoir ces électeurs, ils viennent... pour qui ils vont voter. Vous avez 58 000 à Agadez, vous avez 30 000 à Niamey, vous avez 136 000 à Dosso, vous avez 160 000 à Tilaberi, vous avez 299 000 à Zander, vous avez 121 000 à Tawa et vous avez 266 000 à Maradi. Et visiblement, chacun veut aussi tirer la couverture de son côté. De façon spatiale, c'est bien réparti. Donc, et on ne peut pas savoir que ces gens-là, spécifiquement, eux, ils sont de l'opposition ou de la majorité. Donc, cette question de savoir que c'est pour un camp ou l'autre, je trouve que ça n'a pas de sens et c'est même très ridicule. Le Conseil d'État n'est pas juge électoral. Même ses prérogatives en matière de recours aux autres là ont été, dans l'article 128 de la Constitution, en fait, ramenées au niveau de la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État, c'est un simple conseil du gouvernement. Lorsqu'il donne un avis, ça ne peut... D'abord, c'est un avis. Ensuite, ça ne lie pas les tiers. C'est-à-dire, ça ne lie pas les partis politiques, ça ne lie personne. En attendant, entre chamaillerie politique et tentative de diversion, la date de ces futures échéances électorales, elle avance à grands pas. D'où la nécessité de taire ces divergences et privilégier le seul intérêt qui vaille, celui du Niger. Clôture hier soir de l'atelier de formation des jeunes du 5e arrondissement de Niamey. L'atelier qui s'est penché sur l'apport des jeunes à organiser des élections transparentes est organisé par le Conseil national de la jeunesse. Le compte rendu signé Michel Diji. Élections apaisées et l'utilisation du démocrate poli, c'est sous cette thématique que les jeunes du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey ont été formés du 9 au 14 février 2016 à Niamey. Un sentiment de joie. Et puis, je profite pour remercier l'ONG Gracel, le Conseil national de la jeunesse et le PCCN pour avoir initié cet atelier de formation combien de fois important, parce que nous avons profité et puis nous avons comblé nos déficits sur la question même des élections au Niger. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être là, d'avoir cette attestation aujourd'hui. L'organisation se réjouit de l'intérêt que les participants ont accordé à cette formation. Au nom du Conseil national de la jeunesse du Niger, vous félicitez pour votre détermination qui a permis la réussite de cet atelier qui a débuté le 9 février dernier et qui prend fin cet après-midi. En écoutant les engagements pris par chacun de vous qui n'étaient pas prévus au départ, cela démontre, s'il en est besoin, votre sens élevé de responsabilité. Je voudrais féliciter particulièrement les jeunes filles parmi le groupe. Même sentiment pour le partenaire, l'objectif est atteint. C'est le lieu pour moi, au nom de ma structure et à mon nom personnel, de vous adresser mes sincères félicitations pour l'engouement et l'intérêt que vous avez accordé au thème qui nous a réunis. Après avoir écouté le discours de la représentante des jeunes leaders que vous êtes ici, je remarque que notre travail a porté ses fruits, que les jeunes ont compris ce qu'on attend d'eux et que les jeunes ne se laisseront pas manipuler à l'occasion des scrutins.
Cette session de formation a été rendue possible grâce à l'appui de Grasdel du programme de cohésion communautaire au Niger et le ministère de la Jeunesse et des Sports. La formation a été sanctionnée par la remise des attestations aux différents participants. Et nous en venons au dernier élément de ce journal. C'est la partie magazine qui est consacrée à l'entretien de Ibrahim Yacouba, candidat du parti MPN Kishinkasa à l'élection présidentielle du dimanche prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. Monsieur Ibrahim Yacouba, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle premier tour du 21 février 2016. Monsieur Yacouba, sur quel programme entendez-vous convaincre les électeurs nigériens pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Nous avons conçu et élaboré au niveau de notre parti un programme socio-économique et culturel pour porter notre projet de gouvernance et puis trouver les moyens de résoudre les crises essentielles et récurrentes qui se posent au peuple nigérien depuis un certain nombre d'années. Ce programme, il s'appelle le Niger autrement et nous l'avons construit autour de 12 orientations stratégiques que nous considérons comme essentielles pour construire une économie de croissance, résorber le déficit social, notamment dans le cadre des secteurs de base et des secteurs essentiels, redonner de la respiration démocratique au Niger, créer les conditions d'un développement durable et assurer les conditions de la sécurité et de la paix de notre pays. Les 12 orientations stratégiques que nous avons adoptées dans le cadre de notre programme sont, et je vais les citer, premièrement, c'est renforcer le patriotisme et l'unité nationale. Nous considérons que le premier élément moral que nous devons développer chez les Nigériens pour qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils croient en leur pays et qu'on crée l'énergie nécessaire pour qu'ils s'engagent dans la construction du pays, c'est l'amour de la patrie. Nous devons considérer en toute chose et à toute fin d'abord l'intérêt du pays et après les autres intérêts accessoires. Dans la même thématique, nous avons pris comme engagement de créer les conditions de la construction, de la consolidation de l'unité nationale. Le vivre collectif, la nation doit être renforcée et c'est une construction permanente à laquelle l'État doit s'investir et à laquelle l'État doit être mobilisé. Donc c'est pour cela que nous avons dit que la première thématique c'est le patriotisme et l'unité nationale. Et dans le cadre de la partie unité nationale, nous avons dit que nous allons faire modifier les lois pour qu'il n'y ait plus jamais de référence à une ethnie dans le cadre du recensement ou des actes d'état civil. La seule ethnie, c'est la nation nigérienne. Le seul pays, c'est le Niger. Donc pour nous, la première thématique, c'est celle-là, renforcer le patriotisme et promouvoir l'unité nationale. Deuxième thématique, c'est garantir durablement la sécurité et la paix. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas de développement qu'on puisse envisager s'il n'y a pas la sécurité. Nous sommes convaincus, et je sais que tous les Nigériens le sont désormais, que nous allons vivre, et c'est pour longtemps, sous des menaces permanentes, multiples et qui évoluent. Il y a le terrorisme, il a pris beaucoup de formes, il y a des violences pour le contrôle des ressources, il y a des groupes armés qui se développent, il y a des trafics qui rapportent beaucoup d'argent et qui portent en eux-mêmes la violence, la drogue, le trafic d'êtres humains ou les armes. Ensuite, notre pays est dans une configuration géographique aujourd'hui qui fait que nous sommes à la frontière de beaucoup de conflits et de beaucoup de problèmes ou d'autres trafics. Donc nous avons dit qu'il faut réformer la doctrine de l'armée. Les menaces ayant évolué, il faut une nouvelle doctrine qui puisse permettre à notre armée de s'adapter et de faire le travail nécessaire. Il faut ensuite organiser l'implantation de notre armée dans tout le territoire national. Et il faut faire du Niger le maillon fort de la sécurité internationale. Si nous voulons vivre dans un pays de paix, il faut que nous soyons attentifs et que nous développions le partenariat nécessaire international auquel le Niger va être partie prenante et qui nous permet de protéger notre pays. Il faut que nous nous engagions, et en tout cas nous l'avons écrit dans le programme, que jamais nous puissions tolérer la présence d'un groupe armé hostile au Niger sur notre territoire. Troisième orientation stratégique, c'est défendre la démocratie et promouvoir l'état de droit. Nous avons fait exprès de mettre défendre la démocratie parce que la démocratie, c'est une conquête perpétuelle. Quel que soit le pouvoir, si on ne lui met pas de garde-fou, si on ne lui oppose pas une
vigilance citoyenne et une exigence citoyenne, il a tendance à abuser et à se conforter dans les positions de droit qu'il arrange. C'est pour cela que nous avons dit notre orientation stratégique, c'est la démocratie, la protéger et lui donner un contenu. Quand on regarde l'histoire du Niger, la plupart du temps, les citoyens sont dans un rapport de dépossession avec la démocratie. À partir des élections, plus aucun compte n'est rendu aux citoyens. Ils n'ont plus de prise avec le pouvoir, alors que le principe de la démocratie, c'est de dire que c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le cadre de notre programme, nous allons instituer des lois d'initiative populaire. À partir de 25 000 signatures, les Nigériens de toute région, de toute commune ou localité confondue peuvent estimer avoir le droit de proposer des lois qui peuvent réformer la société ou qui peuvent permettre à l'intérêt général de se concrétiser. Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons dit que nous ferons une modification de la Constitution pour introduire la possibilité qu'un certain nombre de Nigériens se mettent ensemble et proposent des lois d'initiative populaire. Nous avons dit aussi que si la démocratie est le pouvoir du peuple, il faut que le pouvoir du peuple soit permanent, même dans des communes ou dans des régions. Et nous avons introduit qu'il est possible que les Nigériens dans une commune ou dans une région puissent initier des référendums sur des questions locales. Et qu'au niveau national, que nous, citoyens nigériens, nous puissions dire que nous avons des préoccupations et nous puissions instituer aussi des référendums citoyens. Donc ces deux dispositions, Inch'Allah, si nous avons le pouvoir, si les Nigériens nous font confiance, nous les mettrons dans la Constitution, parce que si la démocratie ne respire pas, elle va être dans la situation que nous avons aujourd'hui, c'est que vous êtes consultés à l'occasion des élections, mais après vous n'avez plus de pouvoir, vous n'avez plus de moyens de faire en sorte que ceux qui vous représentent et ceux qui vous dirigent tiennent compte de vos préoccupations. Nous ne voulons pas d'un mandat en chèque en blanc. Donc nous avons mis cette orientation comme élément fondamental de notre programme, en même temps que nous avons dit qu'il faut construire l'état de droit. Il faut que l'État reste une personne morale soumise au droit au même niveau que les citoyens. Il faut aussi que la justice reste le monopole du peuple. Il n'y aura pas de justice privée et il n'y aura pas de justice inégale pour les citoyens. Donc on construira l'état de droit sur la soumission de l'État aux normes qui sont en place et sur l'égalité des citoyens et l'accessibilité des citoyens à une justice en laquelle ils ont confiance. Quatrième axe, c'est construire une économie de croissance et de redistribution. Nous avons, mis dans le programme que l'État doit créer les conditions d'une relance économique. En faisant de l'État l'agent impulseur et amplificateur de l'investissement public. L'investissement public crée la richesse et permet à l'économie de se relancer. Deuxièmement, il faut faire du secteur privé également un autre moteur de notre croissance économique en créant les conditions de l'assainissement d'un environnement favorable aux affaires. Et le développement du secteur privé a un autre avantage, c'est qu'il permet la relance de l'économie par la multiplication ou l'amplification de la capacité d'absorption de l'économie. Lorsque l'économie a une meilleure capacité d'absorption, elle permet l'afflux d'autres capitaux ou en termes d'appui ou en termes d'investissement. Et nous avons dit qu'il faut que ça soit une économie de croissance. Il faut que la redistribution soit concrète dans la vie des Nigériens. Puisque vous savez que en termes de pauvreté au Niger, tous les indicateurs montrent que tant par rapport à l'impact, à l'incidence ou à la profondeur de la pauvreté, les indicateurs sont trop mauvais. Mais il y a aussi un autre indicateur, c'est la pauvreté monétaire qui est généralisée au Niger. Donc nous avons dit que nous allons construire une économie de croissance et de redistribution. Cinquième axe, c'est autonomiser et responsabiliser la femme. Il faut créer les conditions d'égale opportunité entre les hommes et les femmes. Il faut protéger la femme. Elle est devenue une personne vulnérable et même la pauvreté, nous avons dit qu'elle a un visage, c'est celui de la femme. Donc nous avons mis une thématique précise pour que la femme soit autonomisée et qu'elle soit responsabilisée. Dans notre projet de société, nous avons dit que les jeunes et les femmes vont être les acteurs de la transformation. Si on veut qu'ils soient responsabilisés comme acteurs sociopolitiques, nous avons dit qu'il faut créer les conditions de leur épanouissement et c'est pour cela que après l'orientation dédiée aux femmes, nous avons également une orientation dédiée à la jeunesse. Il faut autonomiser, il faut responsabiliser les jeunes. La structure de la population nigérienne fait que dans l'essentiel, nous avons une population très jeune, une population qui a du talent et nous avons joint à cette thématique la possibilité et l'obligation pour l'État de faire un projet ou un projet de société qui tend vers le plein emploi. Nous avons dit que notre politique, c'est un Nigérien, une formation, un emploi décent.
Il faut aller à l'école, il faut aller dans les centres de formation, mais il faut qu'au bout de la formation, quelle qu'elle soit, qu'elle puisse prédestiner le Nigérien à avoir un emploi décent qui lui permette de vivre décemment. L'autre thématique, c'est restaurer la souveraineté sur les ressources naturelles du Niger. Le Niger est un grand producteur d'uranium, il est un modeste producteur de l'or et du pétrole, mais il est quand même un producteur et on exploite des ressources naturelles dans notre pays. Premier constat, c'est de dire que la contribution de ce secteur est assez marginale et même modeste dans la richesse de notre pays, de l'ordre de 5 à 6%. Et deuxième constat, c'est que la production de ces ressources est entourée d'opacité. Les Nigériens ne se sentent pas maîtres de leurs ressources naturelles. C'est pour cela que dans le cadre de notre programme, nous avons dit qu'une des premières actions que nous allons faire dans le domaine des ressources naturelles, c'est de convoquer les États généraux sur les ressources naturelles. Il faut que les Nigériens s'approprient les ressources naturelles. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens nous-mêmes, par nous-mêmes et par l'État du Niger de faire une chaîne de production à 100% pour exploiter ces ressources, mais nous avons le devoir en tant qu'État de faire en sorte que chaque Nigérien puisse savoir à quoi servent les ressources qui sont tirées de l'uranium, comment est-ce que le prix de l'uranium est construit, à quel usage les ressources sont utilisées, à quelles conditions le partenariat que nous avons conclu avec les sociétés internationales est avantageux pour le Niger ou pas, dans quelles conditions ces accords sont convenus. Il y a un besoin de transparence. Au demeurant, c'est le minimum si on veut se conformer à la Constitution de 2010 qui fait obligation au gouvernement en place d'assurer le maximum de transparence sur la nature des contrats et sur l'utilisation des ressources qui sont faites. Donc, nous avons voulu mettre dans le programme une occasion où tous les Nigériens pourraient être édifiés sur ce qui se passe autour des ressources minières. 9e orientation stratégique, c'est redresser les indicateurs sociaux de base. Les indicateurs sociaux de base, il y en a à peu près 4 que nous avons mis dans le programme. Le premier sous-secteur que nous devons traiter, c'est la question de l'école. Comme vous le savez, l'école, elle a une vocation de former le citoyen lui-même pour qu'il soit utile à lui-même, utile à son environnement et qu'il contribue au développement du pays. Il n'y a pas d'exemple d'une société qui s'est développée sans éducation. De même qu'il n'y a pas d'exemple d'une société qui s'est développée sans santé. Or, aujourd'hui, par rapport à l'éducation, nous avons la problématique de la qualité de l'éducation. Puisque l'école n'est pas censée faire uniquement du chiffre. Nous avons l'obligation de faire une école gratuite, obligatoire et une école de qualité. Donc, nous allons travailler pour que l'école soit réellement universelle, que chaque citoyen nigérien puisse accéder à l'école et lorsqu'il va à l'école, qu'il puisse apprendre et un contenu qui lui permet d'être utile dans sa vie et dans la vie de la collectivité. Donc nous allons mobiliser l'État pour qu'il investisse dans la qualité de l'éducation et qu'il investisse dans la révalorisation du statut de l'enseignant. Si on veut une école de qualité, il faut que celui qui l'incarne et celui qui l'apporte puisse être dans des conditions de formation et de motivation nécessaires pour lui garantir de jouer ce rôle. Nous avons indiqué que nous ferons en sorte qu'il y ait 3000 classes par an et 3000 enseignants par an. Nous avons également dit que la problématique de la santé au Niger, elle est assez simple. Si je veux schématiser et résumer, c'est la qualité et la proximité. Pour le moment, ces indicateurs ne sont pas atteints. Même en termes d'accès géographique, en considérant qu'un citoyen doit être au moins à 5 km d'un centre de santé, les indicateurs sont des mauvais à acceptables. Quand vous prenez des indicateurs mauvais, c'est par exemple la région de Zander où vous avez à peu près seulement 34 ou 36% des Nigériens dans cette zone qui peuvent avoir un centre de santé à 5 km. À Niamey, c'est un peu mieux puisque nous sommes à 74% sur les chiffres qui sont connus. Ça, c'est le premier indicateur qu'il faut réunir. Nous avons donc pris des engagements chiffrés pour le nombre de centres de santé que nous allons construire sur les 5 ans. Mais le deuxième indicateur de la santé, c'est la qualité. Lorsque vous allez dans un centre de santé, il faut trouver des médicaments. Il faut trouver le personnel compétent pour assurer l'administration de ces médicaments. Donc pour nous, la qualité, c'est à l'égard du personnel médical et à l'égard du produit qu'on puisse trouver dans un centre de santé. Ces questions-là, nous les considérons comme prioritaires pour notre pays et nous mobiliserons l'État pour le faire. De même que nous avons pris des engagements chiffrés sur l'accès à l'eau. Faire en sorte que chaque Nigérien puisse avoir accès à l'eau potable et pour le moment les indicateurs là également ne sont pas satisfaisants de notre point de vue et du point de vue des Nigériens qui vivent un véritable drame dans leur quête perpétuelle d'avoir un point d'eau pour eux-mêmes ou pour leurs animaux. Notre projet, comme nous l'avons dit dans le préambule, c'est un État social. L'État social doit considérer comme prioritaire les secteurs sociaux, la santé, l'éducation et l'eau, et c'est pour cela que nous avons fait de ces questions une orientation stratégique
à part. Autre orientation stratégique, c'est moderniser le secteur rural et réaliser la souveraineté alimentaire. Les Nigériens doivent pouvoir vivre de la production agricole, d'abord manger à leur faim et de vivre de sa production agricole en tant que moyen économique d'existence. La première préoccupation aujourd'hui des Nigériens, c'est manger à leur faim. À l'intérieur de cette préoccupation, vous avez aussi la qualité de la nutrition. La proportion des enfants malnutris n'a pas beaucoup évolué au Niger entre 2005 et 2015. Pour que l'État soit mobilisé, pour que chaque Nigérien puisse manger à sa faim et que les Nigériens puissent manger une alimentation saine et de qualité. Comme d'ailleurs la Constitution nous l'a prescrit à son article 12, nous avons donc une obligation morale d'assurer aux Nigériens de pouvoir manger, mais nous avons également une obligation constitutionnelle lorsque nous nous engageons à diriger ce pays, de faire en sorte que nous puissions, chacun d'entre nous, avoir droit à une alimentation saine et suffisante. La 11e orientation stratégique, c'est réaliser l'unité africaine. Nous considérons comme objectif politique que nous devons réaliser au niveau de notre parti l'unité africaine. Cela évidemment implique que nous ayons une coopération sur-régionale permettant d'aboutir à cet objectif-là que les Nigériens se sont fixés depuis aujourd'hui plus de 50 ans dans le cadre de la première organisation qui a été créée à cet effet. La 12e orientation stratégique, c'est réhabiliter la culture. Nous avons dit que nous sommes un mouvement patriotique et que nous sommes fiers de l'attachement des Nigériens à leur pays. Mais l'attachement des Nigériens à leur pays, c'est aussi l'attachement des Nigériens à leur culture, en tout ce qu'elle a de positif et de véritablement riche. C'est pour cela que nous avons dit que nous mettrons en place un programme qui permette de développer la culture comme élément d'identification et de repère pour chaque citoyen, mais également la culture comme industrie au service de ceux qui la pratiquent, de même que nous mobiliserons l'État pour réhabiliter les arts et les sports. Ce sont là les 12 orientations stratégiques que nous avons identifiées, à l'intérieur desquelles nous avons attaqué tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelle de notre pays pour faire un projet de rupture, un projet qui permette aux Nigériens de renouer avec la confiance en leur capacité de changer leur pays et d'améliorer leur vécu. Oui, alors, M. Yakouba, comment comptez-vous mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce programme si vous êtes élu? Nous avons estimé que les moyens à mobiliser tant à l'interne qu'à l'externe pour financer ce programme sont de l'ordre de 9 000 milliards sur les 5 prochaines années, Inch'Allah. Et j'avais dit que nous avons évalué toutes les hypothèses en prenant les plus réalistes et en tenant compte de notre volonté de faire un programme ambitieux. Premièrement, comme je l'ai dit, il faut que l'État crée les conditions de la relance économique. C'est l'économie qui permet de créer la richesse et de financer tous les projets de développement. Ensuite, l'État doit être l'agent qui va relancer l'économie par l'investissement public. Nous avons identifié un certain nombre de projets que nous devons mettre en œuvre dans tous les secteurs et l'État sera le premier agent de la relance de notre économie. Le deuxième agent, c'est le secteur public. J'avais également dit dans le cadre de notre programme comment nous comptons mobiliser le secteur privé pour qu'il relance l'économie et qu'il améliore la capacité d'absorption de notre économie. Troisième, c'est l'administration. Il faut une administration de développement. On le dit souvent, mais la réalité est encore plus tenace lorsqu'on sait que si vous n'avez pas une administration qui produit un service de qualité, qui permette de délivrer un service public à tous les citoyens et qui permette aussi à l'économie de fonctionner, vous ne pouvez pas construire ou avoir les bases de développement. Nous allons construire une administration de qualité avec des agents motivés et des agents formés pour produire un service de qualité et qui participent à la relance économique. Troisièmement, c'est moderniser les services fiscaux. Nous avons dit que nous allons faire en sorte que l'État réussisse l'efficience en matière de mobilisation des ressources. Ça veut dire qu'il va faire en sorte qu'aucun franc qui est dû à l'État, qui est dû au Trésor public, ne puisse ou être perdu ou ne pas être mobilisé. Donc nous allons moderniser les services des impôts et des douanes et nous allons créer les conditions de l'adaptation à la transition fiscale. Nous avons également retenu de réduire le train de vie de l'État pour que l'État ne puisse financer que les choses qui sont essentielles à la construction du développement et qu'on impose à l'État une rationalité économique et financière et une pertinence sociale lorsqu'il finance ces projets. Oui, M. Yakouba, alors quelle serait la priorité de vos priorités si vous êtes élu président de la République? Tout est prioritaire dans un pays dont le niveau ou le bilan social est aussi mauvais. Pour moi, la première priorité, c'est redonner confiance aux Nigériens. Il faut que le Nigérien ait le moral, il faut qu'ils croient en eux-mêmes et en leur pays, puisque pour le moment, ce que nous partageons le plus entre nous, c'est
de la désillusion, le désespoir, le peu de motivation de considérer que les choses doivent aller comme ça et que nous devons accepter la situation actuelle. Après le réarmement moral que nous devons nous imposer, nous Nigériens, si nous voulons avoir l'énergie de transformer notre pays, il y a des secteurs prioritaires qu'il faut financer. Il y a la question des secteurs sociaux, il y a la question de la sécurité et maintenant impulser les fondamentaux économiques tels que le développement infrastructurel et le développement rural. Monsieur Ibrahim Yacouba, merci et bonne chance à vous. Merci à vous.